Rencontre aujourd'hui dans ces élections départementales. Nous allons partir aujourd'hui, Jean-Claude Astruc, dans le canton de Florac. Sont présents pour animer donc cette rencontre Jean-Claude Astruc, que je citais à l'instant. Il est journaliste à Radio Vive Lozère. Monsieur Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. La réalisation technique pour la radio est assurée par Jean-François Clavel. Quant à la mise en image de cette rencontre, elle est assurée par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle. Il a en charge donc le domaine numérique et vous pourrez revivre cette rencontre sur le site 48 Info. Jean-Claude Astruc, direction les Cévennes, direction Florac. Nous nous arrêtons dans le canton de Florac. Direction Florac avec le nouveau découpage de ce canton qui comporte 11 communes. Florac, Gatuzière, Hurs-la-Parade, Hispagnac, Mas-Saint-Chély, Meyrueis, Montbrun, Quézac, Le Rosier, Saint-Pierre-des-Tripiers et la Salle Prunet. Il y a donc 4 candidatures. Sur ces candidatures, nous avons un binôme de chaque candidature. Alors tout d'abord, Madame Flore Théron qui a comme binôme Christian Cos. Et Madame Théron, vous avez comme remplaçant Martin Guillaume et Amatuzzi MDA. Et c'est vous donc qui êtes présente aujourd'hui pour ce débat. Également Alain Argilier et Brigitte Donadieu qui ont comme remplaçants Huguet Christian et Malzac Sophie. Vous êtes divers gauche, Alain Argilier, et auparavant, Madame Théron, vous êtes front de gauche. Tout à fait. Également Denis Bertrand et Guylaine Pantel. Monsieur Bertrand, vous avez comme remplaçant Serge Védrine et Gall Darchy-Laure, et vous êtes Parti Socialiste, non? On va y revenir dans quelques instants. Ce sont des dénominations qui sont précisées par le gouvernement. Et enfin, pour terminer, monsieur André Barré, vous avez comme binôme Sophie Fauré et comme remplaçant Bélaton Guillaume et Demey Charlotte. De mon côté, comme information, il y a marqué divers. Alors on ne sait pas si c'est divers droite ou divers gauche. C'est ce que vous allez nous dire dans quelques instants. Absolument. Soutenu par la majorité départementale. Donc, on commence tout de suite. La parole est à M. Barré, c'est ça, hein? Tout à fait, par le biais d'une première question posée par M. Gilly. Donc vous êtes le candidat, c'est très clair, de la majorité départementale. Voilà, on est porté par l'ensemble de la majorité départementale. On a besoin, comme étant novice, d'un petit coup de main pour porter cette candidature au niveau du canton de Florac. Mes idées sont à droite, évidemment, d'où cet appui de la majorité départementale. Vous appartenez à un parti politique ou non? Non, pas d'appartenance à aucun parti politique. D'accord, très bien. Alors après... Et vous affrontez 3 candidats de gauche, hein? Bah, absolument, oui. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Ce sont 2 presque qui s'affrontent entre eux, quasiment. Madame Théron, on va en parler. Madame Théron, l'étiquette est claire. Tout à fait. En ce qui vous concerne. L'étiquette est très claire. Je représente ici le Front de gauche dans toutes ses composantes. Je représente également Europe Écologie Les Verts, et également la société civile et aussi le monde associatif. Monsieur Argilier, donc divers gauche, pas de problème. Divers gauche, effectivement, puisque moi je suis un ancien du Parti radical de gauche et que les autres candidats ne sont pas encartés dans aucun parti, mais sont tous divers gauche. Et au Conseil général, vous votiez en même temps que M. Rochoux? Non, au Conseil général, j'étais dans le groupe Lozère Gauche Unie. Lozère Gauche Unie avec François Baudry. Vous êtes plus au Parti radical? Actuellement, je n'y suis plus depuis 2 ans. D'accord. Et puis M. Bertrand. Monsieur Bertrand. Vous n'êtes pas divers gauche, M. Bertrand, vous m'avez dit. Parti socialiste. Parti socialiste, non, l'étiquette officielle est Parti socialiste. Et vous voulez réagir? Alors voilà, je voudrais réagir parce que lorsque j'ai déclaré ma candidature à la préfecture de la Lozère, j'ai bien indiqué, c'est écrit, c'est vérifiable, que je suis divers gauche. Je ne suis plus au Parti socialiste depuis plusieurs années. Hein, voilà. Oh, je peux donner la raison pour laquelle je ne suis plus au Parti socialiste, c'est que je n'ai pas accepté au moment des élections régionales, je veux dire, la position nationale du Parti socialiste par rapport à la candidature de M. Frech à l'époque. Et voilà, donc j'ai refusé ce diktat d'appareil national, tout simplement. Voilà, certaines ont été exclues, moi je n'avais pas à être exclu, je n'avais pas ce niveau de responsabilité, mais j'ai fait moi-même ma propre exclusion, voilà. Donc ça n'a rien à voir après avec mes idées, etc. Alors dans ce canton, on a donc 2 conseillers généraux sortants, qui sont proches quand même politiquement. Cette primaire était inévitable. Tous les deux, vous étiez sortants, vous aviez la légitimité d'être candidat.
Vous n'avez pas pu vous entendre? C'était pas possible? Alors je pense que la légitimité, effectivement, pour ce qui deux cantons, évidemment, ou deux conseillers généraux de la même sensibilité, de sensibilité proche, se trouvent en place, eh bien, on peut le comprendre, ça, on peut le comprendre, ça aussi c'est une mécanique. Moi je suis le conseiller général du canton de Berrueil. Sur ce nouveau canton de Florac, 5 communes parmi les 6 qui le composaient sont encore sur ce canton, une seule est partie, je suis donc résident en place, ma communauté de communes sur ce canton, je pense avoir la pleine légitimité pour me présenter. Voilà. Après, je suis démocrate, je reconnais à quiconque le droit de se présenter sur un secteur. La loi est là pour le permettre. Et vous avez perdu la mairie de Mérueil, s'il y a peut-être des choses... Alors ça, c'est une grosse histoire. On va pas y revenir, mais... La communauté de communes est arrivée derrière, les choses ont été différentes, ça c'est je pense que c'est un autre sujet. Communauté, là, je suis élu pour mon 6e mandat, là, donc je pense que Mérueil m'a fait confiance fort longtemps. Et quelle est la réaction de l'énergie alors? Ben, tout comme Denis Bertrand, moi aussi je pense que je suis tout à fait légitime sur ce canton, puisque Florac c'est quand même la sous-préfecture. J'y ai fait 2 mandats en tant que conseiller général. Les quelques communes qui composent le canton de Florac actuel sont quand même des communes où il y a une majorité d'habitants sur l'ancien canton de Florac. Donc je pense tout à fait être légitime dans ma candidature. Moi j'avais demandé à l'époque à Denis Bertrand d'être mon suppléant. Bon, il n'a pas souhaité être mon suppléant, donc après chacun, comme il le dit, lui, est libre de se présenter à une élection. Et vous avez comme remplaçant Christian Huguet, le maire de Florac. Oui, tout à fait. Donc Christian Huguet c'est un nouveau maire, il a été élu l'année dernière, avec mon soutien d'ailleurs. Et je suis très content. Il y a eu un renvoi d'ascenseur, peut-être vous l'avez soutenu pour... c'est un ami depuis très longtemps, Christian Huguet, puisque c'est quelqu'un que je connais du temps où j'étais à la Fédération des foyers ruraux, donc il y a près de 25 ans, voire 30 ans. Donc c'est quelqu'un que je connaissais effectivement et que j'aimais beaucoup travailler avec lui. Ces jours-ci, on a beaucoup parlé du canton, plus spécifiquement, mais on ne peut pas réduire le canton à ça, mais plus spécifiquement des problèmes autour de Quézac. Donc il faut bien qu'on en parle. Donc une menace importante sur Quézac et un flou pour l'instant, rien de précis. Alors, Madame Théron. Alors pour l'instant, effectivement, le groupe Nestlé Waters qui exploite l'usine de Quézac a fait savoir que des offres avaient été faites afin que cette usine soit reprise par d'autres personnes. Actuellement, le groupe Nestlé Waters nous dit que il n'est pas question de brader un tel fleuron. N'oublions pas que cela représente, Nestlé Waters fait 23% des eaux minérales en France gazeuses. Et Quézac représente 8%, ce qui n'est pas neutre. Donc, il n'est pas question de brader l'usine. Néanmoins, toutes les offres seront examinées. La procédure est en cours, elle se déroule actuellement, des visites ont été faites, des examens des liasses financières sont en cours, mais nous n'avons aucune indication sur qui seraient ces repreneurs. Alors pour le personnel, bien sûr, il y a une inquiétude, parce que si un minéralier reprend cette usine, eh bien c'est un professionnel, pourquoi pas. Si en revanche, des fonds de pension ou des banques prenaient une telle usine, alors là, ce serait très différent. Donc nous sommes vigilants, nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes très très vigilants. La seule chose qui est sûre, c'est que le groupe Nestlé se désengage. Aujourd'hui, il n'y a que cet élément. Le groupe Nestlé a dit qu'il voulait vendre cette usine qui, au regard de tout son patrimoine, est la première qu'il vendrait en tant qu'usine qui a un rayonnement national. Car Quézac est une eau minérale nationale, contrairement à d'autres usines qu'il possédait et qui étaient locales. Et que peuvent faire concrètement les élus face à une multinationale comme Nestlé? Écoutez, ce ne sont pas que les élus. Les élus, bien sûr, sont aux côtés du personnel et je pense que dans de telles situations, on l'a vu en France dans bien d'autres entreprises, lorsqu'il y a une mobilisation du personnel, les élus peuvent aider. Ils peuvent aider aussi, je dirais juridiquement, apporter une aide juridique et ce n'est pas neutre dans une telle affaire.
Monsieur Barret, votre position par rapport aux eaux de Quézac, par rapport à cette menace sur les eaux et sur l'emploi également? Alors la menace est bien réelle, effectivement. Par contre, ce que je voudrais souligner, c'est que la municipalité précédente avait proposé des solutions, notamment la possibilité de franchir le Tarn sur un pont autre, avec une capacité de tonnage supérieure, et cette proposition est tombée à l'eau, à la fois financièrement et politiquement. C'est regrettable. On comprend très bien qu'une entreprise de cette taille qui investit sur un territoire peut avoir certaines exigences. Le fait de modifier la finalité technique de ce franchissement du Tarn est regrettable pour les emplois qui en découlent. Monsieur Argilier, il est bien question d'emploi. On ne peut pas réduire Quézac uniquement à une histoire d'emploi, mais il est bien une problématique autour de l'emploi. L'emploi dans tout le canton, pas spécifiquement Quézac, mais l'emploi en général. Pour faire partie du syndicat des eaux minérales, tout comme Mme Théron d'ailleurs, c'est effectivement quelque chose qu'on suit de très près, mais tant que pour l'instant c'est des bruits, on n'a pas de confirmation de qui que ce soit qui va racheter l'usine, on ne peut pas non plus, voilà, il faudrait faire preuve de vigilance. Donc c'est pour l'instant tout ce qu'on peut faire. Mais bien sûr soutenir, comme le disait Mme Théron, l'ensemble du personnel, puisque quel que soit le repreneur, il faudra veiller à ce que les avantages qu'ils ont eus jusqu'à présent soient maintenus. Alors cette histoire de pont, comment vous réagissez? Alors, je réagis un petit peu en rigolant, parce que ce qu'il faut savoir, cher André Barret, c'est que ce que nous dit Nestlé Waters, c'est qu'une des raisons aussi qui est que Quézac n'est que national et pas international, c'est qu'actuellement, ils ne peuvent pas aller à 100 millions de bouteilles. Pour aller à 100 millions de bouteilles, effectivement, ils ont fait des sondages, et ces sondages se sont avérés inopérants et ne permettent pas une augmentation de la capacité. Et donc le pont actuel, qui va être rénové, qui va être mis à une capacité de portance à 19 tonnes, ne serait certainement pas un obstacle, contrairement à ce que nous avons entendu. Monsieur Bertrand, pour conclure un peu sur Quézac, si tant est soit-il qu'on puisse conclure, mais on passera à un autre sujet après. Tout à fait. Donc, ma collègue Flore Théron a parfaitement décrit le problème. Effectivement, c'est un problème très propre à la société. Je dis à André Barret qu'effectivement, le problème du pont, ça c'est quelque chose qui est tout à fait étranger à la chose. La véritable problématique de ce qui arrive à Quézac aujourd'hui est un problème d'entreprise, un problème de marché, c'est un problème interne. Voilà. Tout ce qui concernerait l'accessibilité, etc., n'a pas à intervenir n'intervient pas dans ce dossier. On l'a bien compris, donc un problème important. Jean-Marc, nous donnons la page parce qu'il y a beaucoup d'autres problématiques dans ce canton de Florac. Bien sûr. Alors il y a le problème du parc national des Cévennes, il y a eu des débats, il y a eu la charte, etc. Quel est votre sentiment, quelle est votre position à l'égard du parc national des Cévennes? Oh, là c'est très clair. Là. Vous savez, nous sommes sur un territoire qui est dit un territoire d'exception, on s'en réjouit, et je le confirme. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce territoire d'exception, évidemment, il fait l'objet de multiples réglementations qui arrivent de toutes parts et qui créent tout un catalogue de contraintes. Alors, lorsque les habitants sur un territoire se voient empiler, se voient infliger cet empilement de contraintes, il vient un moment où il y a saturation, parce que ça devient invivable. Et pour ce qui concerne, puisque vous l'évoquez, la problématique de la charte du parc national des Cévennes, cette charte est arrivée en indiquant qu'elle ne créerait pas d'autres contraintes. Mais je crois que le territoire aujourd'hui a eu peur, a pris peur devant ça. Et on s'est dit, il va y avoir là encore quelque chose qui va venir s'ajouter. Alors certes, si les contraintes ne sont pas immédiates, un jour ou l'autre, elles peuvent arriver. Et nous sommes sur un territoire, aujourd'hui, qui a peur de cet empilement de réglementation, qui finirait par geler le territoire. Voilà. Et je l'ai indiqué au conseil d'administration du parc national des Cévennes, très clairement, j'ai dit, tout dernièrement, la charte du parc a fait les frais de ce contexte général de multiples interdictions. Il y a un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. On est dans l'excès. On est dans l'excès. On est dans l'excès. Je pense qu'on est dans l'excès sur un territoire donné. Et vous savez, on peut ajouter diverses problématiques. Il y a une problématique toute récente, qui est l'intention d'introduction. Je ne dis pas de réintroduction, parce que ce serait une erreur. D'introduction du chamois, par exemple. Oui, c'est l'actualité. Eh bien, l'introduction du chamois est très mal vécue aujourd'hui. On a la problématique, la présence du loup qui porte énormément de préjudice aux agriculteurs. Et les castors.
les castors, bien entendu, dans la vallée du Tarn. Je crois qu'on arrive à un stade où, aujourd'hui, les pouvoirs publics n'arrivent plus à réguler tout ça, et c'est très dangereux pour l'avenir. Donc il faut aussi... Et ainsi, vous parlez de réintroduction, il faut savoir que le premier chamois a été lâché ce matin. Alors, vous voyez, c'est une information qui vient d'arriver. Écoutez, vous l'apprenez, et je le déplore vraiment parce que j'ai écrit au préfet, j'ai fait une lettre au préfet. Bon, il n'en a pas tenu compte avant. Voilà, alors, voilà, il n'en a certainement pas tenu compte. Alors qu'il n'ait pas tenu compte de ma lettre, c'est pas trop grave. Ce qui est grave, c'est qu'il n'ait pas voulu tenir compte. Et les pouvoirs publics en général, et pas seulement le préfet, mais tout de même de la volonté des populations d'être un petit peu entendus et associés à la réflexion sur ce sujet. Parce que le gros gibier fait de gros dégâts sur les territoires actuellement. Les chasseurs, malgré toute leur bonne organisation et leur bienveillance, n'arrivent plus à réguler cette prolifération, et on ajoute encore là des espèces qui ne sont pas authentiques sur les territoires. Il faut bien savoir que le chamois est un animal de haute montagne qui vit à la limite des neiges, et on est en ce moment devant un phénomène de réchauffement climatique avec l'influence méditerranéenne directe que nous avons, qui est extrêmement puissant. Et le chamois n'a plus sa place dans ce climat qui nous attend. Donc je pense que c'est une erreur. C'est un grand avantage, mais à l'instant on le voit, ce sont beaucoup de contraintes aussi, et des contraintes qui deviennent à la limite du supportable dans certains cas. Alors moi je pense que les contraintes, elles existent en dehors du parc. Nous avons des contraintes, les plans de prévention qui sont utiles, bien évidemment, mais dans les gorges, nous avons aussi chute de blocs qui empêchent effectivement d'étendre des constructions, qui empêchent de créer de nouveaux campings, donc des contraintes, nous en avons. Je crois que le parc n'est pas un monobloc. Le parc, effectivement, il y a des contraintes, mais le parc peut aussi aider à un certain nombre d'avancées et d'aides aux communes notamment, dans la mise en œuvre de différents aspects. Par exemple, j'ai un exemple en tête qui est celui de l'intervention du parc pour restaurer des lavognes. Et les lavognes, nous en avons besoin sur les causes. C'est très utile. L'agropastoralisme est très content d'avoir ce type. Et je trouve que le parc peut aussi avoir un côté positif. Mais comme il a été dit, c'est vrai aussi qu'il y a des contraintes. Cela dit, je crois que le dialogue, lorsqu'il y a des contraintes, est toujours un élément positif. Et une contrainte, elle peut aussi être vue, disons que la loi, elle peut être interprétée. Et la contrainte aussi peut être interprétée. Et lorsque nous sommes en dialogue avec le parc, eh bien, on peut arriver à des ententes et à un certain progrès. Monsieur Argillier, alors ce parc, bonne chose, mauvaise chose, contrainte, pas de contrainte. Madame Théron disait à l'instant, il y a toujours le dialogue, donc toujours nous pouvons avancer, tout au moins ouvrir le débat. Alors le parc, c'est une bonne chose. Pour en revenir à la charte, comme disait Denis tout à l'heure, la charte a été faite à un moment donné où il y avait un manque d'adhésion de la population au parc national des Cévennes. Et c'est un petit peu pour essayer de redorer l'image du parc que la charte avait été mise en œuvre. L'idée était très bien au départ. Seulement, il y a eu malgré tout beaucoup de réunions, mais après, au final, la charte étant terminée, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui est indiqué à l'intérieur. Donc, moi, je pense que la charte n'a pas eu l'effet qu'elle devait avoir auprès de la population. Maintenant, il faudrait que notre dialogue s'instaure entre les communes qui n'ont pas signé la charte et le parc national des Cévennes pour voir pourquoi elles n'ont pas signé la charte et pour voir comment on peut faire en sorte que les relations entre les deux s'améliorent et puissent arriver à terme à signer une charte qui conviendrait à tout le monde. Pour en revenir au chamois, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Denis Bertrand aussi. C'est un manque aussi de concertation de la part de l'État avec la population locale, puisqu'il n'y a pas eu de réunion, ou deux seulement, pour savoir si on était d'accord pour la réintroduction du chamois sur le secteur. Moi aussi, je fais une lettre au préfet, et c'est un petit peu dommage que les habitants ne soient pas entendus. Monsieur Barret. Alors tout à fait, moi je veux revenir sur ça, c'est que chaque lobby qui existe sur ce territoire, qu'il soit parc national, qu'il soit fédération départementale des chasseurs, arrive simplement en posant son envie sur le territoire. Ça a été le cas pour le cerf, ça a été le cas pour le chevreuil, ça a été le cas pour le mouflon, c'est aujourd'hui le cas pour le chamois, il n'y a pas de concertation. Alors Alain Argillier l'a souligné, il y a eu 2 réunions qui étaient en fait des réunions d'information. Je crois qu'on a été traité, les populations locales, avec beaucoup de mépris.
Et puis pour rebondir sur les propos qui ont été dits tout à l'heure, force reste malheureusement à la loi, c'est-à-dire que sans être consulté, on nous applique quelque chose sur le territoire et on est obligé de l'appliquer. C'est extrêmement regrettable. C'est ce qui fait que la commune de Hurs-la-Parade, par exemple, n'a pas signé la charte. On a vu à 2 reprises le parc national des Cévennes qui s'est implanté de force, une première fois en 1970 et une seconde fois une extension de la zone cœur en 2009. Donc on voit bien que l'État passe en force quasiment systématiquement, sans concertation réelle avec le territoire et sans entendre ce que les habitants du territoire ont à exprimer. On voit bien que c'est une surcharge, Denis Bertrand l'a fort bien dit, de normes qui s'empilent les unes sur les autres et qui commencent à contraindre sérieusement la population. Donc l'agacement et des réactions épidermiques, ce sera très certainement le cas. L'association Le Cercle, par exemple, interviendra sur le chamois parce que c'est quelque chose qui ne peut pas rester à l'état. Il y a le loup aussi, notamment sur votre commune. Alors sur la commune, effectivement, et plus largement sur le Cosméja, le loup a fait quand même pas mal de dégâts. Là aussi, les réponses de l'État sont insuffisantes et partielles. C'est-à-dire qu'il faut d'abord appliquer des mesures de protection et tout un processus fort long, et quand le processus qui autorise un prélèvement de loup, ou ne serait-ce qu'un tir d'effarouchement, le loup il est parti. Voilà, donc, et on recommence, on repousse au mieux, on repousse le problème chez le voisin, donc ça n'est pas une solution. Je crois que les Alpes ont fait la démonstration de ce que donne un trop plein de loups sur un territoire. Et ce sont des exploitations agricoles qui disparaissent. Or, dans un milieu aussi fragile que le nôtre, et des troupeaux notamment qui vivent essentiellement la nuit, l'été, voilà, ça donne des contraintes de travail extraordinaires, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Donc l'État devrait avoir une réponse appropriée par territoire, voire éventuellement répondre à la loi que nous avons fait porter à M. le sénateur, par exemple. Jean Angéli. Oui, on va peut-être sortir des problématiques du canton. Vous vous présentez à des élections départementales. Alors on est quand même dans une situation assez paradoxale. C'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle exactement quelles sont les compétences du conseil départemental, les modes de financement. Alors quand vous êtes devant les électrices et les électeurs, ça doit être quand même un peu difficile pour vous, là. C'est une situation qui n'est pas voulue par vous-même. Enfin, vous êtes confronté à ce problème-là. Alors qu'est-ce que vous faites? Comment vous expliquez cela aux électrices et aux électeurs? Monsieur Barré. Alors, simplement, on constate bien que la gauche joue un petit peu les apprentis sorciers, puisqu'en fait, on va être élu et on a simplement une compétence qui semble réellement définie, à savoir l'action sociale. Pour le reste, c'est vrai que c'est une grande inconnue. Donc c'est un petit peu brouillon. Moi, j'aimerais savoir un petit peu ce que disent mes amis à la gauche, là. Mais justement, nous allons les entendre. Interrompre. Alors, il y a une incertitude quelles vont être les compétences de ce conseil général départemental. Comment présentez-vous la chose à vos électeurs dans cette incertitude, dans ce flou? Eh bien, ce que l'on dit, c'est qu'on ne peut dire que ce que l'on sait. Actuellement, les parlementaires sont en train de travailler sur la loi NOTRe, et c'est vrai qu'un jour on entend une chose, un jour on en entend une autre. Comme le dit André Barré, pour l'instant, ce qu'il y a de sûr, c'est que les compétences en matière sociale sont maintenues. A priori, la compétence en matière de collège serait également maintenue, peut-être pas au niveau des transports scolaires, donc c'est vrai qu'il y a un certain flou. Cela étant, si on se réfère aux toutes premières lois de décentralisation, à quelle compétence vouait-on le Conseil général? Au nom de la proximité, justement à la politique en matière sociale. Or, actuellement, il faut bien reconnaître que c'est quand même l'essentiel de ces interventions, avec les routes, qu'on n'oublie pas, et la compétence générale. L'important dans ce discours, et aussi dans ce qui sera décidé au niveau du Parlement, c'est de savoir si la compétence générale sera ou non maintenue. Parce que si elle n'est pas maintenue, effectivement, là, on sera dans une situation tout à fait étrange, mais à ce moment-là, on pourra réagir. Monsieur Angillier, comment présentez-vous donc à vos électeurs dans cette campagne électorale donc ce que sera ce conseil, enfin cette assemblée départementale, dont on ne sait pas grand-chose à la vérité, quelques grandes lignes, mais dans le détail on ne le sait pas. Alors nous on a fait un programme, notre équipe, sur les compétences actuelles du conseil général, puisque comme l'ont dit les candidats précédents, il faut savoir que le Parlement n'a toujours pas voté les compétences, mais il le fera le 10 mars, d'après un courrier des maires du 19 février, malgré qu'il y ait aussi 2000 amendements de déposés à ce sujet. Il semblerait que les départements auraient la charge de la solidarité et que les régions seront chefs de file sur le développement économique, les transports,
et y compris les transports urbains et scolaires, la gestion des routes départementales et celle des ports et le tourisme. Donc ça, c'est un courrier donc des maires du 19 février. Nous, on fait campagne sur les compétences actuelles, qui sont quand même assez larges, puisque au niveau du Conseil général, on a de nombreuses compétences, comme les routes, les préventions solidaires, l'agriculture, la culture, l'éducation, les sports, etc. Donc tout un éventail de compétences actuellement. Mais les transports scolaires gérés par exemple depuis Toulouse dans le cadre de cette grande région, ça va poser quand même quelques problèmes. Tout à fait, mais je pense qu'à un moment donné, les régions vont conventionner avec les départements sur des thématiques bien précises et qu'elles reverseront de l'argent aux départements pour mener à bien telle ou telle action dans des domaines bien précis. Monsieur Bertrand, en tout cas, une assemblée départementale qui va être entièrement renouvelée, présence des binômes d'hommes, hommes-femmes, et pourquoi pas une présidente. Alors ça, c'est la nouveauté. Oui, oui, donc c'est une nouvelle donne aussi. C'est une nouvelle donne, je pense que moi je trouve ça très bien, effectivement, puisqu'on sait tout de même que cette recherche de parité est une volonté qui transcende toutes les sensibilités politiques, tout de même ça c'est une bonne chose. La deuxième bonne chose tout de même, c'est la représentativité par chaque conseiller général du territoire, par la population. Ce sont les deux seuls objectifs de la réforme, il faut bien le savoir. Il faut bien savoir qu'à Lozère, tout de même, entre le plus petit canton qui fait 980 habitants et le plus grand canton qui faisait 9000 et quelques, eh bien l'écart était quand même de 1 à 10. Donc on peut considérer que ce rééquilibrage est un bon point. Voilà. Donc moi je me réjouis de ces deux critères, de ces deux éléments. Alors les compétences, c'est le grand sujet. Moi je ne vous cache pas que là, la force sera de constater que nous devrons nous rendre à l'évidence de la loi, qui va nous arriver dans les jours qui viennent, on l'espère, parce qu'au mois d'avril, il faudra bien fonctionner avec un cadre. Voilà, espérons que nous l'aurons. Moi je suis très attaché, bien entendu, comme mes collègues certainement, à la clause de compétence générale, parce que c'est celle qui nous permet, en territoire ruraux, d'aller au plus profond des besoins des populations et dans les domaines les plus divers. Donc je suis très attaché à ça. Après, bien entendu que pour les grands domaines qui pourraient être centralisés au niveau des régions et aujourd'hui de la grande région, bien entendu qu'il faudra créer des réseaux. Il faudra créer des réseaux de communication, de liaison entre les différents niveaux. On parle aussi beaucoup aujourd'hui du jeu que veulent jouer les intercommunalités qui sont appelées à se développer très fort. Et je crois, moi, à l'intérêt du développement de ces intercommunalités. Vous voyez, voilà. On parle d'intercommunauté avec 20 000 habitants, vous avez... Alors, je pense que ça, au niveau de nos territoires, c'est pas souhaitable dans l'immédiat en tout cas. Je ne le pense pas. Madame Théron, alors, c'est une chose nouvelle que la présence de ces binômes, hommes, femmes, et je le disais tout à l'heure, pourquoi pas une présidente? Et ce serait une très très bonne chose. Je pense qu'effectivement la parité, c'est une excellente chose. Fallait-il la rendre obligatoire? Je pense que oui, car toute notre histoire constitutionnelle et politique montre que de temps en temps, il faut un petit peu pousser les choses pour que nous avancions. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Et une présidente femme, eh bien, écoutez, je crois qu'elle aura le même rôle qu'un homme. À cet égard, je ne vois pas de différence, si ce n'est peut-être moins d'attachement au pouvoir pour le pouvoir. Peut-être, peut-être. 2 élus par canton, est-ce que vous croyez que pendant toute la durée du mandat, il n'y aura pas à certains moments peut-être des problèmes, des frictions, des clivages? Des clivages, je n'en suis pas persuadée, mais cela peut arriver, car la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et puis les choses peuvent évoluer au niveau des individus et puis au niveau des réalités auxquelles ils sont confrontés. Mais ça, c'est la vie, y compris la vie politique, cher monsieur. En ce qui concerne les binômes, en ce qui vous concerne, vous, les 3 listes de gauche, les binômes sont tous de même sensibilité, ce qui, dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Donc vous, il ne devrait pas y avoir trop de disputes. Monsieur Argilier, donc effectivement, ce binôme va fonctionner, on va dire le couple pratiquement. Les couples, quelquefois, il y a des tensions, quelquefois, donc dans la durée, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu le jour du mariage. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait de tension, puisque le programme a été écrit en commun, donc on s'est mis d'accord sur toute une programmation sur le canton. Après, la loi dit que les binômes vont fonctionner indépendamment. Alors c'est un petit peu flou pour l'instant, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi.
Maintenant, moi je pense qu'au contraire, il faut que les binômes soient très soudés et travaillent vraiment main dans la main, de façon à ce que les projets soient bien soutenus par le binôme lui-même. Monsieur Barret, les binômes, c'est un avantage, c'est quelque chose de compliqué? Moi, je pense que c'est un avantage. C'est une nouvelle donne, en tout cas pour l'Assemblée. Je pense que c'est un avantage parce que le regard homme-femme et la perception des choses est différente. Et donc les sensibilités sont différentes. Toutefois, le binôme que nous allons constituer, nous, est très synchro, puisqu'on part sur une thématique d'entreprise et puis d'apport de soutien aux entreprises sur le territoire et de création d'emplois. Voilà, sur l'économique essentiellement. Jean-Claude Astruc. Donc on va revenir un petit peu sur le canton, mais en ce qui concerne Florac, donc, puisque c'est votre canton, il y a la sous-préfecture. Quelle est l'importance de cette sous-préfecture? On a parlé il y a quelques années peut-être de la supprimer. Et puis on le voit, il y a des choses qui ont été rajoutées, du travail entre guillemets qui a été rajouté à cette sous-préfecture pour la maintenir entre guillemets. Par exemple, maintenant, les associations ne déposent plus le statut amende, mais à Florac. Comment vous le voyez avec ça? C'est un vrai sujet, je pense, qui dépasse largement le cadre de la problématique du canton de Florac. Mais vous pouvez avoir un avis quand même, là aussi, on retombe sur les problèmes de ruralité. Autrefois, la préfecture, à l'origine, il fallait qu'elle soit à une demi-journée de cheval des administrés. Bon, ça, c'est tout le problème des temps de trajet, etc. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Bien entendu, autrefois, la préfecture et la sous-préfecture était la transcription locale de la préfecture. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, puisqu'il y a une répartition des compétences générales des préfectures sur les sous-préfectures. Alors, je pense que ça, c'est un élément qui les fragilise un petit peu, effectivement. Bon, il y a aujourd'hui les moyens de communication par Internet qui font qu'on peut communiquer à des distances bien plus grandes. Donc, il faudra veiller au maintien de ces sous-préfectures, comme il faudra veiller au maintien de tous les autres services publics. Oui, est-ce que vous ne craignez pas qu'à partir du moment où il n'y aura plus que 13 cantons sur 25, que l'État dise, ben nous aussi, on va caler notre organisation sur ces 13 cantons? On peut le craindre, effectivement. On peut le craindre, effectivement. Il faudra qu'on y veille, parce que là aussi, si on enlevait tous ces services publics sur nos territoires, mais pas seulement sur le canton de Florac, sur la Lozère en général, si sur la Lozère on enlevait tous les services publics, mais vous vous rendez compte de l'hémorragie. Il faut quand même voir ça. Donc nous avons quand même, nous, notre souci, je veux dire, en deçà des... Au-delà, j'allais dire, au-delà, je veux dire, des services de la préfecture et de tous ces services, c'est toutes les populations, tout l'emploi que ça génère autour tout de même. C'est extrêmement important. Donc nous serons particulièrement vigilants au maintien de tous ces services-là. Monsieur Barret? Oui, on voit bien que la politique menée actuellement par la gauche au niveau de l'État est totalement inadaptée aux territoires ruraux. In fine, de toute façon, l'État cherche à faire des économies, ce qui peut se concevoir, mais elle se fera aussi et surtout sur les petits territoires avec des ravages assez conséquents. Les administrations seront les premières victimes, je le crois. Madame Théron, il y a un risque justement pour ces petits territoires. Vous l'analysez comment? Bien, moi je pense qu'il y a quand même tout un mouvement au niveau de la ruralité et même de l'hyper-ruralité, nous a-t-on dit. Je crois que les services publics sont indispensables. Monsieur Barret évoque la politique de la gauche par rapport aux économies, par rapport aux dangers que cela représenterait pour nos territoires. Je ne crois pas qu'une autre équipe gouvernementale aurait d'autres objectifs que celui-là. Nous pensons que les services publics et la sous-préfecture est un service public, même si, comme l'a rappelé Denis Bertrand, nous ne sommes plus dans le cadre du 19e siècle. C'est un service public qui doit être maintenu, et de deux choses l'une. Ou, effectivement, on a une ambition au niveau de la Lozère d'amener la Lozère à un nombre d'habitants bien supérieur à ce que nous connaissons actuellement. Et pour cela, eh bien, il faut maintenir les services publics. Et aussi, n'oublions pas que le service public, c'est la proximité, c'est le lien social dont on a absolument besoin, et y compris dans nos territoires ruraux. Mais le lien social chez nous, il n'est pas tout à fait celui des milieux urbains. Mais le lien social, il est indispensable par rapport aux personnes âgées, par rapport aux nouveaux habitants. Nous avons dans notre secteur de nombreux nouveaux habitants, et ce lien social est indispensable. Et les services publics sont les garants du lien social en territoire rural. Monsieur Argillier, ces petits territoires sont en danger, mais que faut-il faire? Que faut-il conserver ou ne pas conserver? Il faut conserver l'ensemble des services publics, bien évidemment, et même les conforter.
Et pour en revenir à la sous-préfecture, c'était la question dès le départ, c'est important quand même d'avoir une sous-préfecture à Florac, d'autant que le gouvernement actuel a donné aux sous-préfectures un certain nombre d'actions à mener. C'est-à-dire qu'ils ne font plus ils font aussi l'enregistrement des associations, ils font aussi la lutte contre l'incendie. Donc tout ça, c'est des actions bien précises. C'est-à-dire que ça va conforter bien sûr la sous-préfecture de Florac, contrairement à l'époque où les gouvernements de droite fermaient petit à petit l'ensemble des sous-préfectures. Donc cette mise en place d'actions sur les petites sous-préfectures fera que ça les confortera au contraire. Mais à partir du moment où il n'y aura plus que 13 cantons, croyez-vous que l'État va maintenir des brigades de gendarmerie? C'est pas une histoire de canton, des trésoreries, c'est une histoire de représentation d'habitants et de zones géographiques aussi. Donc une brigade de gendarmerie, elle est tout à fait nécessaire par rapport à la géographie du lieu et même les services publics. On ne peut pas aller courir à Man en permanence pour faire un papier administratif. Donc la nécessité fait que, la géographique fait qu'on a besoin de ces services publics-là. On commence à fermer les trésoreries, déjà le mouvement est enclenché quand même. Le mouvement est certes enclenché, mais après aussi il faut se fier à la modernisation des services, c'est-à-dire que peut-être par rapport à l'informatisation, il y aura une redistribution des emplois sur certains services publics, mais ils ne sont pas là pour être fermés en tout cas. Est-ce que l'informatisation, justement, n'est pas le prétexte à se diriger vers des fermetures en disant tout le monde a accès n'importe quand, n'importe comment, de chez lui, à différents services, donc ces services n'ont plus lieu d'exister sur ces petits territoires? C'est pas un danger? Alors, vous savez, dans la vie actuelle, tout peut être danger et tout peut être bénéfice. Et je crois qu'il faudra qu'un jour ou l'autre, dans ce pays, mais également dans les pays européens d'une manière générale, on réfléchisse à ce que l'on veut que soit la vie. Et la géographie des territoires étant ce qu'elle est, les milieux urbains étant ce qu'ils sont, ils commencent d'ailleurs à être saturés. Les milieux ruraux, évidemment, sont ce qu'ils sont, mais ils ont des attraits. Et je pense qu'il faudra qu'un jour l'humanité réfléchisse à ce qu'elle veut devenir. Et je pense que c'est dans ce concept, dans cette philosophie, c'est en tout cas ma philosophie. Et je pense que le milieu rural trouvera son salut dans cet aboutissement. Vous savez, moi, lorsque on réfléchit à la population du territoire, comment on va repeupler nos territoires, on en parle. Moi, il y a une catégorie à laquelle je pense beaucoup. Ce sont les personnes âgées. Savez-vous que les personnes qui arrivent à la retraite dans les grandes villes et qui habitent, qui ont toujours vécu au 10e ou au 12e étage d'un immeuble, bien moi je pense que ces gens-là sont extrêmement malheureux. Vous voyez, sont extrêmement malheureux. Et je crois que nous aurions sur nos territoires ruraux de quoi leur offrir, lorsqu'ils ont fini leur activité, un cadre de vie formidable. Et si un jour nous pouvions au niveau national réfléchir à ça, c'est-à-dire que faire revenir sur nos territoires eh bien, des gens qui ont accompli leur vie. Alors certes, ils n'auront plus beaucoup d'enfants, c'est certain, c'est pas avec ça peut-être qu'on va repeupler nos épaules, mais ils n'ont pas besoin de questions d'emploi, ils sont là, ils ont des revenus et ils auraient un cadre de vie formidable. Et on les retrouve ces gens-là, parce que nous en avons qui viennent, nous les retrouvons très actifs dans les milieux associatifs, etc., dans les populations. Moi je vois là une piste, voilà. Mais j'inscris ça dans ma philosophie, de voir qu'un jour il faudra reconsidérer la manière de vivre sur nos territoires. Monsieur Barret, est-ce que cette informatisation, et j'en reviens à ça, est-ce que c'est un avantage certainement, parce que c'est n'importe quand, et finalement il n'y a plus besoin de ces services sur place? Alors je crois que c'est une évolution inexorable de la population et de ses pratiques. On ne peut pas échapper à cette modernisation et le département d'ailleurs porte fort bien un projet très haut débit à ce sujet. Je crois que ce sont les nouvelles populations. Alors je ne pense pas aux retraités, certaines maisons sont disponibles et il y a un petit peu d'immobilier de libre, mais ça n'est pas, à mon avis, dans ce sens que la Lozère sera la plus dynamique. Je crois qu'il faut surtout favoriser l'arrivée des technologies nouvelles parce que de nouveaux métiers ont émergé. Et ces nouveaux métiers arriveront à faire développer de l'emploi localement et de la technologie. On pense aujourd'hui notamment aux data centers qui peuvent être installés sur nos régions, qui sont très favorables à ce genre d'installation. Mais je crois qu'il faut de la modernité, il faut de la jeunesse. On parle des écoles, on parle d'une dynamique et d'un renouveau de population. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, ce très haut débit, certes, peut amener un transfert et une informatisation des actes administratifs. C'est un fait, mais il faudra toujours un contrôle.
Donc il faut que ce contrôle soit local, il faut être au plus proche de la population et de ses souhaits, parce qu'il y a des dossiers qui doivent être traités en vis-à-vis, je dirais. Par contre, il est indispensable vraiment de moderniser la Lozère et de donner une image positive. Je crois que c'est ce que la majorité départementale a fait jusqu'à maintenant, en portant ce projet très haut débit et de la fibre en Lozère. Vous avez beaucoup de retard, hein, Monsieur Barré, donc on va encore poursuivre un petit peu avec vous. Justement, Madame Théron parlait tout à l'heure de ces nouvelles populations, vous aussi, mais alors dans les Cévennes, il y a beaucoup de populations précaires qui arrivent, il y a plus de 500 RMistes, la majorité des RMistes sont dans le sud du département. Bon, d'accord, ils remplissent avec les enfants les écoles, mais quid de cette situation? Moi, je crois qu'il faut apporter un regard nouveau sur ces populations. Ces populations qui arrivent veulent échapper à la société, aux turbulences et à la violence qu'on a dans cette société, notamment dans les grandes cités, les grandes villes. Et ils sont venus chercher un repos, un calme, un autre mode de vie dans les Cévennes. Entre autres dans les Cévennes, mais pas que. Et donc, il faut avoir sur ces populations un regard et leur apporter un appui pour mutualiser de petits projets. Et c'est en regroupant l'ensemble de ces petits projets qu'on arrivera à apporter autre chose que des minima sociaux à ces populations-là. C'est un accompagnement, c'est aussi un travail de terrain à faire pour changer la mentalité, parce que c'est devenu presque un fief de ce mode de vie. Voilà, donc je crois qu'il faudra travailler sur le terrain pour faire évoluer cette mentalité. Madame Théron, la vie, j'ose pas dire la survie de nos territoires passe nécessairement par l'informatique, le haut débit, le très haut débit. C'est un atout indispensable. Un outil, pardon, indispensable. Oui, c'est un outil indispensable et on l'a bien vu lorsqu'il y a eu la manifestation à Florac qui a mobilisé les Cévennes. Et nous avons eu des témoignages d'entrepreneurs qui sont installés en particulier au Pompidou et qui fait que pendant des semaines, ils n'ont pas pu travailler normalement. Mais lorsque, effectivement, à Paris, vous évoquez cela, on vous regarde de façon curieuse et on imagine que c'est une coupure, une demi-heure par-ci, une heure par-là. Or, ils n'ont même pas conscience de la réalité. Et quand les élus des Cévennes sont venus à Mende, le scandale absolu a été que les élus ont été reçus sous un porche. Voilà comment l'opérateur traite un problème qui est fondamental pour les Cévennes. L'opérateur en question, c'est Orange. Et le patron habite en Cévennes, il habite à Vialas, hein, sur votre circonscription. Extraordinaire. Extraordinaire. Monsieur Argillier, on en termine avec l'informatique. C'est un passage, un outil indispensable pour la vie, la survie, je le disais, de nos petites contrées. Bien sûr, c'est sans oublier que c'est un outil tellement important lorsqu'il y a rupture, il y a manque d'activité, etc. Alors le Conseil général a également été actif dans ce domaine de la téléphonie, notamment pour permettre dans ce sud du département ou en Margeride d'accéder à Internet avec différentes méthodes puisqu'il n'y a pas de fibre. Tout à fait, mais peut-être on est actif, mais peut-être pas assez aussi, pas aussi vite. Je crois que, et vous touchez un problème réel qui est la téléphonie, parce qu'il y a Internet, puis il y a aussi la téléphonie mobile, et dans un certain nombre d'endroits des Cévennes et du COS d'ailleurs, la téléphonie mobile, on la prend pas, on n'a même pas la 2G, c'est-à-dire le simple réseau normal. Donc sans parler des 3G, 4G, etc. Donc déjà, il faut, je crois, le rôle du Conseil général, puisque les opérateurs ne veulent pas mettre d'argent sur le département de la Lozère, donc il faut qu'on les accompagne financièrement. Ils ne veulent pas mettre de l'argent sur les départements ruraux. Je crois que notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte de déployer encore au maximum les réseaux téléphoniques de mobile. Et puis en ce qui concerne la fibre optique, il faut aller bien au-delà, bien sûr, des chefs-lieux de canton. Pourquoi un village comme Hurle-la-Parade ne serait pas équipé de fibre optique? Donc je crois que tout le monde y a droit. Ça pendant un certain temps, mais il faut vraiment, je crois, si on veut développer l'économie sur ce département, travailler dans ce domaine-là, de la mise en réseau de la téléphonie mobile et de très haut débit. Les contribuables lozériens, finalement, c'est un peu la double peine. Absolument, c'est un petit peu dommage. Ils sont obligés de payer, alors que ça devrait être quand même une prérogative d'État, d'assurer une équité de tous les citoyens face quand on a accès, pour avoir accès à de tels services. Et c'est là où on voit que le service public est réellement nécessaire, parce qu'à partir du moment où l'entreprise est privatisée, eh bien effectivement, voilà ce qui arrive. Donc le fait qu'on soit service public, ben on est là pour donner de l'argent, même là où c'est pas rentable. Mais par contre, là où les gens ont besoin de services. Et dans ce cas-là, il y a une dépendance. On est dépendant. Un petit peu actuellement, effectivement, on l'est complètement. Monsieur Barré, sur ce problème de la téléphonie. La téléphonie, je crois qu'il faudra développer, mutualiser des antennes relais pour être simple et concret.
Il faut arriver sur les zones qu'on appelle pudiquement zones blanches, mais que j'appelle zones noires. Il faudra développer des relais pour pouvoir assurer des services à toute la population. On voit bien qu'on a sur le territoire du Hurla-Parade un petit aéroclub. En cas de pépin, on a vu que c'était très compliqué. On a vraiment besoin, bon certes les secours sont équipés avec des téléphones performants, mais la population, elle, ne peut pas accéder à ça. Et, on a parlé de la téléphonie mobile, mais le réseau cuivre, ça a été fort bien dit, il est également déficient. Alors en même temps, j'ai eu la chance de pouvoir travailler efficacement avec les services d'Orange et France Télécom. On a eu des résultats, et on a encore des résultats, et je pense qu'on peut y arriver aussi. Il faut beaucoup de dialogue et beaucoup de persuasion. Je dois reconnaître que dans les Cévennes, ils sont peut-être un petit peu moins bien servis. Tout à l'heure, Jean-Claude a évoqué le problème de ces populations jeunes qui arrivent au niveau donc, du canton, au niveau des Cévennes. C'est une population jeune, quelquefois un peu désorientée, désemparée, inactive. C'est une composante du canton aussi. Alors, inactive, je ne crois pas. On a quand même des populations qui arrivent avec souvent des micro-projets. Et on a besoin de leur faire voir d'autres possibilités, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, regrouper les activités, les rendre complémentaires, créer une dynamique avec tous les nouveaux accédants. On doit pouvoir faire ça, et c'est ce qui rendra le territoire vivant. On est vraiment à un tournant, la population a complètement changé sur nos territoires, et il faut leur apporter à la fois d'autres services. Certes, ça va être grâce au très haut débit ou pas, mais voilà, on a besoin d'apporter des services différents. La population en place depuis des décennies a se contenté en gros de ce qu'elle avait. Les progrès, ça a été l'électricité, puis ça a été l'eau, puis le téléphone, etc. Aujourd'hui, on demande autre chose. Et c'est vraiment ce regard-là qu'il faut apporter sur ces populations qui arrivent, et un accompagnement, tout simplement, pour leur faire connaître le territoire et leur faire appréhender les possibles que nous avons, notamment le tourisme. C'est vraiment, on a quelque chose à travailler là-dessus. Monsieur Angillier, donc une population jeune qui a besoin d'être orientée un peu, conseillée, mais qui est porteuse de projets? Tout à fait. Dans les mairies, on reçoit des tas de jeunes qui ont divers projets, que ce soit des projets dans le domaine de l'agriculture, des projets dans le domaine de la restauration, dans la mise en place d'entreprises, de micro-entreprises. Donc moi je crois que les nouvelles populations qui viennent sur notre territoire sont des gens qui ont envie d'y travailler complètement. On arrive pratiquement au temps, le temps est pratiquement écoulé. Effectivement, monsieur Bertrand, 9 minutes, monsieur Argillier aussi. Il dispose encore d'une minute, monsieur Argillier. Donc, Théron également dispose encore d'une minute, je crois bien. On va quand même essayer de conclure. Alors, vous êtes à gauche, vous êtes 3 listes. Alors, comment ça va se passer pendant ces élections? Qui va se désister en faveur de qui ensuite pour le second tour? Alors, on part sur la dernière minute, si j'ose dire. Alors, nous commençons avec Théron. Eh bien, nous sommes ici dans le cadre du premier tour. Donc, nous travaillons pour cela. Et pour le deuxième tour, pour nous, les choses sont claires. Il est hors de question de pouvoir se désister pour un candidat de droite. Donc, ça, c'est très clair. Donc, pas pour M. Barré. Ben voilà, cher André, voilà la réalité. Et par rapport aux résultats, eh bien, nous verrons à ce moment-là. Mais actuellement, nous sommes dans la campagne du premier tour et nous espérons que nos idées et notre programme sera suffisamment explicite et convaincant pour que nous soyons au deuxième tour et que nous n'ayons pas à nous désister. Monsieur Argillier, alors, une minute pour conclure, 1 minute 5. Allez, il vous reste un peu de temps. Nous vous écoutons. Donc, nous désisterons, espérons pour personne, puisqu'on espère être au deuxième tour. Donc, on espère que les gens vont voter pour la liste qui est menée par Brigitte Donadieu et moi-même, avec comme suppléant donc, Sophie Malzac de Mérueis et Christian Huguet, qui est le maire de Florac. Voter pour notre liste, c'est une liste qui est jeune, qui est expérimentée. Et nous allons donc aller rencontrer les gens sur le terrain dans les jours qui suivent et organiser des réunions dans chacune des 11 communes où on présentera nos projets et où on souhaite compléter notre projet avec la participation de l'ensemble des électrices et des électeurs du canton de Florac, en les écoutant et surtout en écoutant leurs suggestions, leurs idées. Donc on continuera à défendre à l'Assemblée départementale, si on est élu, les projets qui émanent des 11 communes de ce nouveau canton, que ce soit des projets municipaux, des projets associatifs, ou même des projets personnels. Nous soutiendrons aussi, défendrons l'ensemble des services publics, comme on vient de le dire. Notre programme est surtout axé sur la santé, l'éducation, le tourisme et l'économie, parce que si nous souhaitons maintenir la population et surtout la développer, seules les personnes qui pourront se soigner, qui pourront avoir des écoles pour leurs enfants et avoir un travail sur place, resteront chez nous ou viendront s'y installer.
Voilà, donc notre équipe est très enthousiaste, très soudée pour travailler ensemble dans une dynamique fructueuse. On possède une solide expérience de la gestion des collectivités locales par les mandats que Christian Huguet et moi-même portons jusqu'à présent. Et puis côté féminin, notre équipe apporte aussi un regard neuf, propice à une approche différente des problèmes et de leurs solutions. Voilà, on se présente sous l'étiquette Divers Gauche, et si nous sommes élus, nous voterons toujours à l'Assemblée départementale dans l'intérêt des habitants de notre canton et de la Lozère, car il va de soi que pour bien défendre un territoire, il faut, comme nous quatre, qu'on aime les gens et les habitants de notre département. Oui, mais si vous deviez vous désister, à l'hypothèse où vous devriez vous désister, qu'est-ce que vous ferez? Vous donnerez des consignes pour... On donnera des consignes pour la personne qui est voilà, la mieux placée voilà, sur le nombre de voix. Monsieur de Barret, gauche. De gauche. Monsieur Barret, arrive le moment de la conclusion. Bah, écoutez, tout simplement, nous souhaitons accompagner les gens de ce territoire avec leurs idées, ce dont ils ont envie. Alors évidemment, ça serait vraiment un bouleversement sur Florac, et je l'appelle de mes voeux. Depuis plus de 50 ans, ce canton, cet ancien canton est à gauche. Donc maintenant, pour le changement, mais je pense que je suis mieux placé pour annoncer. Donc voilà. Et vous l'annoncez. Et je l'annonce. Nous arrivons à la conclusion, Monsieur Bertrand. Écoutez, moi je pense que nous avons là un formidable canton, avec ce canton Florac. Je voudrais dire que vous savez, lorsqu'on avait condamné les découpages, je pense que si on avait voulu, comme certains l'ont appelé, mettre ça sur la table et puis réunir tout un tas de gens et pour essayer de constituer des bassins de vie, etc., je pense que personne n'y serait y arrivé. Donc il faut prendre les choses comme elles sont. Ce canton de Florac, je pense qu'il est formidablement constitué, il a de formidables atouts, les gens se connaissent. Il va depuis le sommet de l'Égoile, qui est quelque chose qui est un lieu majestueux, jusqu'au cœur de la Lozère, pratiquement à l'extrémité de la commune d'Ispagnac, en passant par Florac. Et il y a là-dessus des gens qui ont envie de faire des choses. Alors après, bien entendu, ce qui nous arrive est inédit, c'est inédit. Donc il faut bien accepter ce qui arrive. Après, je ne sais pas ce qui va sortir de cette élection. Et effectivement, nous allons réfléchir à l'issue du premier tour. C'est le premier tour qui va clarifier, bien entendu, les choses. Les sensibilités des uns et des autres ne changeront pas, elles sont ce qu'elles sont. Eh bien, j'en fais appel, moi, au bon sens des gens. Et puis, je pense que, vous savez, les électeurs ne sont pas dupes. Et dans la constitution des équipes, ils ne se laisseront pas prendre. Les gens se connaissent. Il faut leur faire confiance. Voilà, moi j'ai confiance à l'avenir et à ce futur territoire. Et si vous deviez vous désister? Alors écoutez, nous réfléchirons parce que c'est inédit. On ne sait pas ce que vont donner les résultats de ce premier tour. Et ce que les électeurs surtout vont nous faire sentir. Parce que autour de cette campagne, déjà, nous ressentons les électeurs. Et ils nous parlent, et ils nous disent, tiens, mais qu'est-ce que c'est ça, voilà, etc. Il faut attendre le premier tour. Ainsi se termine cette rencontre grâce à la complicité de Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, la réalisation technique est signée Jean-François Clavel, Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, assure la mise en image de cette rencontre qui sera disponible sur le site numérique de la Lozère Nouvelle 48 Info. Madame, merci.